Merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonjour. On va s'intéresser au Sénat, cette fumée blanche du Sénat en cette fin de semaine, son feu vert pour l'inscription de l'IVG, interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution française. Un feu vert malgré certaines réticences de certains sénateurs de la droite et du centre. Jean-Marie, la liberté des femmes sur la question de l'IVG est donc en passe de devenir irréversible en France. Emmanuel Macron a donc convoqué le Congrès, les deux chambres du Parlement, ce lundi, le lundi qui arrive. Oui, c'est un résultat meilleur qu'attendu parce qu'il y avait quand même quelques voix dissidentes au sein du Sénat, justement, où la droite est majoritaire, et notamment le président du Sénat lui-même qui avait fait part de Oui, bien sûr. ses réserves. Et finalement, la sagesse l'a emporté parce que un certain nombre d'élus de droite ont fait observer que la loi Veil, qui a introduit l'IVG en France, était le fait d'un gouvernement de droite. C'était le gouvernement où siégeait évidemment Simone Veil, mais où il y avait première loge évidemment Jacques Chirac, Jacques Valéry Chirac, Giscard bien sûr. d'Estaing, puis c'était Giscard le président de l'époque. Donc de ne pas se laisser déposséder d'une conquête de cette nature tout d'un coup en se mettant en travers d'un processus qui était au fond une suite logique de cette histoire. Donc ils ont fini par emporter l'adhésion du plus grand nombre, qui est évidemment une bonne chose. L'argument de ceux qui s'y opposaient consistait à dire oh, mais il n'est pas menacé, il n'est menacé qu'aux États-Unis, etc. Or, on voit bien que dans la poussée nationale populiste qui se produit un petit peu partout, Et en Europe, ces beaucoup. sujets-là, oui, ces sujets-là ne vont pas tarder à être mis sur la table parce que c'est au fond dans l'ADN de ces mouvements d'extrême droite. Donc, c'était une prudence bienvenue. Mhm. Et donc, c'est en effet probablement un vote sans histoire la semaine Pour ce prochaine au lundi, oui. Congrès pour modifier la Mhm. Constitution et faire entrer ce droit dans la Constitution. En tout cas, Emmanuel Macron est allé vite, puisqu'il convoque, je le disais, le Congrès. Ce sera lundi en début de semaine. Emmanuel Macron, on va continuer bien sûr à en parler, le président français. On va revenir avec vous, Jean-Marie, sur ses propos. C'était en début de cette semaine. Le président français, à la suite de cette conférence de soutien des alliés de l'Ukraine, c'était à Paris, après tout pile presque 2 années de guerre en Ukraine. Sur ce, rien ne doit être exclu du président à propos de troupes européennes sur le sol ukrainien, dans l'objectif, a-t-il dit, de faire plus et mieux en soutien à Kiev. 5 petits mots, phrase qui a suscité évidemment de très nombreuses réactions, mais aussi une certaine, est-ce que je peux employer le mot, une certaine consternation par rapport aux alliés, entre guillemets, européens pour l'Ukraine? Alors, c'est une consternation un peu curieuse, mais c'est vrai que si on refait le film, dans un premier temps, cette réunion de Paris, 27 pays, est un succès indéniable pour Ah oui, oui, Emmanuel oui, Macron parce ça, il n'y a que aucun, aucun souci là-dessus. il réussit très vite à les faire se réunir à Paris dans un seul objectif, c'est de réaffirmer l'unité européenne et de réaffirmer un soutien à l'Ukraine, un soutien avec un terme qui est fort et qui consiste à dire on fera ce qu'il faut. Non pas, comme le dit Joe Biden, on fera ce qu'il est possible de faire, mais, disait Emmanuel Macron, on fera ce qu'il faut. C'est une Mhm. différence qui n'est pas négligeable. Donc tout ça, toute cette séquence-là est parfaite jusqu'au moment où il évoque ce sujet. Et alors il l'évoque dans des termes qui font polémique parce qu'ils ont été aussitôt, Oui, entre autres, transformés, parce qu'il n'a pas parlé de troupes, il n'a pas parlé de troupes au sol, il a évoqué une présence oui, en Ukraine, mais il faut faire attention aux mots aussi. Il évoque une présence assumée, ce qui veut dire que cette présence existe déjà, oui. mais plus clandestine. Parce que quand on voit la nature des armes, de certains armements livrés aux Ukrainiens qui sont très sophistiqués, il est évident qu'il faut une assistance pour que ces équipements puissent bien fonctionner. Alors, elle est livrée peut-être au départ en France si ça vient de France ou au Danemark si ça vient du Danemark, mais Voilà. ensuite, il est fort possible, pour ne pas dire probable, qu'il y ait quelques présences quand même sur place, ne serait-ce qu'en matière de renseignement. Le renseignement est vital et le renseignement partagé avec les Ukrainiens est aussi très important. Après, c'est vrai que l'unité se défait,
l'unité des Européens soit défaite, parce que en fait, plutôt l'unité se refait contre Emmanuel Macron. Contre Emmanuel Dire Macron, oui, non, non, effectivement. jamais. Mmh, mmh, mmh. Mais à juste titre, le président dit ben, jamais. C'est ce qu'on avait dit pour les chars lourds, c'est ce qu'on avait dit pour les avions, c'est ce qu'on avait dit pour les missiles, et in Mmh. fine, on est obligé d'y venir. Et ça renvoie, je pense, à quelque chose auquel il faut faire très attention. C'est une lecture très pessimiste de la part d'Emmanuel Macron de ce qui est devant nous. Et là, on en a une illustration immédiate, quasiment immédiate, quand vous voyez la Transnistrie, Oui, qui bien est une sûr, en petite ce bande moment, de oui. territoire Oui. qui Mmh mh. sépare la Moldavie du reste de l'Ukraine Mmh. et qui a fait sécession et qui tout d'un coup Oui. dit on a très peur et donc on a besoin de l'armée russe. Mmh. Donc c'est un procédé que Poutine a déjà employé pour décider l'annexion du Donbass. Au point de départ au Donbass, il y avait tout d'un coup des dissidents qui se sont érigés en république et puis qui ont appelé Moscou au secours et ainsi de suite. C'est un procédé classique qui avait d'ailleurs été utilisé par Hitler en son temps. Donc on voit là que le message de Poutine est très clair, on ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Et donc pour celles et ceux qui en doutaient encore, il va falloir faire d'autres efforts. Et à ce moment-là, on lira autrement, je pense, les paroles d'Emmanuel Macron, qui étaient peut-être un peu trop en avance Un petit peu trop par en rapport à avance, ce qui mais est devant nous. ce rien ne doit être exclu. Évidemment, ça dresse, je dirais, comme un signal aussi au président russe, hein, Vladimir Poutine, qui a fait son discours annuel, entre guillemets, à la nation, évidemment très, très va-t-en-guerre. C'est une façon de montrer que les Occidentaux sont prêts à faire davantage que d'envoyer de l'argent. Oui, mais pour l'instant, cette menace s'est retournée. Je vois bien que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, il s'agissait il s'agit toujours au fond Mhm. pour Européens et Américains et Ukrainiens de rétablir une forme de dissuasion vis-à-vis de la Russie. La Russie s'occupant elle-même de sa propre dissuasion en faisant allusion constamment à ses armes nucléaires. Donc rétablir une forme de dissuasion, c'est de dire précisément on n'exclut rien. Sauf que, entre-temps, ça s'est retourné un peu contre Emmanuel Oui. Macron parce qu'il y a eu tant de voix Mhm. en Europe pour dire ah non, nous, jamais, que évidemment, Poutine peut s'en réjouir, mais s'en réjouir momentanément parce que de toute façon, tout le monde est obligé et sera davantage obligé demain encore d'aider l'Ukraine parce que le danger que Poutine fait peser sur l'Europe et sur les frontières en Europe et sur la paix et la guerre en Europe n'est pas près de disparaître. Un mot, s'il vous plaît, Jean-Marie, pour conclure, pour terminer. L'émir du Qatar à Paris, cela faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un émir du Qatar en France, en tout cas une visite officielle. Emmanuel Macron et l'émir du Qatar ont annoncé un accord, en tout cas des engagements d'investissement, 10 milliards d'euros pour insuffler dans l'économie française à l'horizon 2030. Alors on savait que le Qatar était présent dans l'immobilier, la finance, le sport, le luxe aussi, mais là, ce sont des secteurs avec la transition énergétique, l'aérospatiale, l'intelligence artificielle. C'est une grosse somme annoncée par le Qatar. Oui, c'est une grosse somme. En même temps, il faut voir que c'est deux choses, le Qatar, même trois choses. Ah C'est d'abord un partenaire diplomatique très important oui, dans les événements qui secouent aujourd'hui le en ce Proche-Orient, moment, parce oui. qu'ils sont au cœur de Mhm. toutes les tentatives, pour le moment infructueuses, du fait de l'attitude, principalement du fait de l'attitude du Premier ministre israélien d'ailleurs, mais toutes les tentatives pour à la fois faire en sorte que de l'aide humanitaire arrive davantage d'une part et d'autre part qu'une trêve puisse s'instaurer pour libérer les otages. Donc le Qatar est essentiel dans cette dimension-là. L'autre dimension, c'est le partenariat classique entre le Qatar et la France, qui est ancien, comparable d'ailleurs à celui qui existe avec les Émirats, qui se traduit par des investissements. Le troisième, c'est fond à travers le PSG, le Paris Saint-Germain, Oui. a une capacité d'influence du Qatar vis-à-vis du sport, vis-à-vis d'un certain nombre de personnalités qui le défendent constamment, dont Nicolas Sarkozy, dont Dominique de Villepin, qui sont Mhm. fort proches du Qatar, qui fait que c'est un pays qui, disons-le, est bien représenté en France. Jean-Marie Colombani, merci d'avoir été avec nous sur Média. Merci à vous, merci, bonne journée.